François Larmoyer, en quoi consistait une assistance alpine Renault? Alors l'assistance alpine et d'ailleurs et de d'autres concurrents était toujours la même. Le problème, surtout, c'était d'arriver à l'heure, d'apporter aux pilotes de quoi se nourrir. C'était indispensable aussi, et aussi bien sûr une assistance technique, soit par des interventions sur un fonctionnement délicat, ou tout au moins systématiquement des changements de pièces qui avaient été avant calculées en tant que consommation, je dirais, paquets de freins, pneus ou disques de frein notamment. Mais c'était le but de l'intervention. Aussi de prévoir un endroit suffisamment bien éclairé et assez large, parce que la nuit, on n'avait pas à cette époque des moyens qu'ils ont maintenant pour s'éclairer. On n'avait pas de groupe, on n'avait pas tout ça, donc c'était des baladeuses qui étaient tirées d'une batterie d'un camion. Donc il fallait donc prévoir au maximum un éclairage sous un bec de gaz, mais c'était pas toujours évident. Et les interventions, c'était soit simplement mettre de l'essence, si tout allait bien, ou rassurer quelquefois aussi le pilote qui, pour des raisons humaines, s'était soit fait une chaleur ou constatait que son véhicule n'était pas forcément dans un bon fonctionnement. Il fallait obligatoirement qu'on soit là pour trouver, pas l'imaginer, mais trouver une panne, trouver quelque chose qui avait pu handicaper son mauvais fonctionnement, son mauvais temps, je puis dire, dans la spéciale, quoi. Donc ça, on avait aussi un rôle, je dirais, d'assistance psychologique. C'était indispensable. On disposait en fonction du nombre de voitures et parce que quand ils arrivaient une derrière l'autre, bien sûr, il fallait beaucoup de mécaniciens. Si par contre ils arrivaient assez espacés, en moyenne, le temps qu'ils nous accordaient, c'était pas un quart d'heure, hein. On avait 5 minutes, donc en 5 minutes, ça permettait de pouvoir se décaler. Avec 4 mécaniciens, on avait à faire des roulements. Bien sûr, chacun avait un peu dans sa tête ce qu'il avait à faire. Un soulevait le capot, aller voir dans le moteur, l'autre mettait l'essence, un autre vérifiait l'état des pneumatiques, vérifiait un coup d'œil général sous la caisse, s'il n'y avait pas accroché quelque chose. Donc pratiquement, plus l'observation du pilote lui-même, parce que là, il fallait bien tenir compte de ce qu'il nous disait. Mais chacun avait, à la base, avant que le véhicule arrive, dans sa tête déjà, ça fonctionnait, quoi. Ça roulait déjà. Ça roulait tout seul. Ouais. J'ai fait une tête à queue, moi. Putain, ça glissait, moi. Oh la vache. Putain, de quoi si on fait pas le tête à queue? Donc, quand le véhicule arrivait, première opération, bien sûr, c'était de lever le véhicule, de façon à pouvoir faire des interventions sur les roues. Un détail aussi important, les croix, pourquoi il y a ce scotch? C'était pour repérer à chaque fois, surtout la nuit, que c'était le bon côté à mettre, parce que vous voyez qu'elle a quand même plusieurs. Donc c'est quand même pas... c'est nécessaire d'avoir au moins un repère. Ensuite, il y avait les vérifications obligatoires. On vérifiait que tous les connecteurs de bougies soient bien en place, qu'il n'y ait pas un problème sur les accélérateurs, sur l'allumeur, qu'il n'y avait pas trop d'humidité, que l'échappement, c'était aussi une source quelquefois de problèmes qui ne cassent pas. On attendait bien sûr que le véhicule soit complètement à plat pour vérifier le niveau d'huile, parce que vous voyez qu'il est quand même dans une position assez mauvaise. Et le contrôle de circuit d'eau, et puis sauf anomalie de la part ou annonce d'une anomalie de la part du pilote, on refermait le capot, on reposait la voiture et le pilote ne démarrait que quand on disait OK. Au Tour de France 72, vous avez aussi opéré une intervention miracle. Oui, ça a été une autre opération bien spectaculaire, où il y avait tellement de monde et tellement de mains qu'on n'arrivait plus à voir le moteur. Et il y en avait à l'intérieur, à l'extérieur, il y en avait en dessous, en dessus. Et c'est vrai qu'on a changé une culasse sur le véhicule de Jean-Luc à la sortie du Mans. Et ça a été, je crois que ça a demandé une bonne 20 minutes, 30 minutes maximum. Alors le souci aussi, c'est de récupérer les vis, écrous et tout, parce que dans la précipitation, il faut que chacun puisse remonter au moins ce qu'il a démonté, parce que c'est indispensable, quoi. Donc c'était assez fabuleux. Quelle était l'importance des pneumatiques à l'époque et quel type de pneumatiques vous disposiez? Alors pour Monte-Carlo, d'abord, on avait des gens qui venaient passer une heure avant l'ouverture de la spéciale pour vérifier l'état de la route. Et on avait un
avec Michelin, avait établi des barèmes qui permettaient de savoir s'il fallait beaucoup de clous, pas beaucoup de clous. Mais de toute façon, on montait pas forcément les mêmes pneumatiques sur Nicolas que sur Uwe Anderson que sur Jean-Luc Terrier. Les pneus que vous avez ici, par exemple, sont des cloutés maxi, puisqu'ils auront plus de 600 clous. C'est pour de la neige bien tassée, puisqu'on voit que quand même les gommes sont relativement dures. Il en existe à peu près le même genre, mais avec une bande blanche, qu'on appelle le RS, mais qui a beaucoup moins de clous. Mais par contre, les gorges sont plus molles, de façon à fonctionner dans de la neige très malaxée, très molle. Et il existe aussi, bien sûr, pour le givre, un pneu, je dirais presque un racing petit clou, où là, le cloutage n'était qu'en périphérie, simplement, et le milieu était correct. Alors le souci, bien sûr, dans un cloutage, c'est qu'il faut qu'il y ait de la neige partout. C'est que très souvent, quand ils partent avec un cloutage comme ça, maxi, il faut encore, parce que la neige, bien sûr, est située en haut du col et non pas sur la ligne de départ, il fallait quand même qu'ils puissent ménager le pneumatique afin d'en garder quelques-uns quand même pour un moment où ils en avaient besoin. Mais on n'avait pas la solution, dans une spéciale, bien sûr, pour changer et remettre des clous. Donc il fallait peut-être quelquefois moins clouter, de façon à ce qu'ils prennent un peu plus d'avance sur la période qui était plus meilleure, plus sec, pour garder un peu pour la période la plus endommagée, quoi. Quel est le souvenir qui vous revient le plus spontanément de ces années alpines au niveau de l'assistance? Oh, il y en a tellement que j'arriverai. J'ai seulement cité une qui est très courte, parce que elle était avec Jean-Luc. Jean-Luc, c'était, je crois que c'était en Suède. Et j'avais la particularité souvent, c'est de faire le départ du parc fermé. Moi, je prenais un électricien avec moi. Donc on vérifiait que les véhicules se mettaient tous en route et on les attendait à la sortie du village. Et Jean-Luc arrive en faisant des appels de phare. Je me dis, tiens, il y a un problème. Il me dit, je chauffe. Et là, celle-là étonnée parce qu'il a dit, Herschel, il se fout complètement de moi. Je suis parti dans la voiture, j'ai allumé une cigarette. Et il m'a regardé faire, il m'a dit, mais il est fou. Et c'était simplement pour regarder de quel côté soufflait le ventilo. Donc j'ai mis la fumée devant le capot, je me suis aperçu que le ventilo soufflait dans le mauvais sens, quoi. Donc avec l'électricien, on a inversé les fils. Mais ça, c'est une anecdote, parce que, on le raconte comme ça, mais c'est surtout de voir sa mine, me voyant allumer une cigarette et dire, il s'en fout vraiment de moi, celui-là. Est-ce que vous rêvez encore la nuit de ces années-là? Non, ce serait mentir. Mais c'est pas trop dans la tête, c'est resté là, quoi. C'est bon, c'est dans le cœur, ça. Quand on retrouve les gens, on est tout heureux. De toute façon, les femmes veulent plus venir avec nous parce qu'on parle que de ça, alors.